Entrez. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci de nous recevoir. Bah écoutez, je suis ravie. Alors nous sommes où, Tatiana de René? Alors chez mon éditeur, Robert Laffont, avenue de France, dans le 13e, dans une pièce où d'habitude je signe mes services de presse en fait. Et j'aime beaucoup cette pièce, comme vous voyez, elle est entièrement vitrée, même si on est en espace clos, mais je vois tout le monde passer et j'ai une vue plongeante sur mon éditrice Sophie. J'arrive à voir tout ce qu'elle fait d'ici. Donc je suis un peu, je suis un peu comme une espionne chez mon éditeur et j'aime bien être ici. La romancière Tatiana de René s'octroie une petite pause dans la promotion marathon de son dernier roman. Dans ce thriller intitulé Nous irons mieux demain, elle aborde via son personnage principal un mal qui l'a rongée pendant de longues années et qu'elle a accepté d'évoquer avec nous. Dans le grand bâtiment de la maison d'édition Robert Laffont, à 2 pas de la bibliothèque François Mitterrand au cœur du 13e arrondissement de Paris, nous nous isolons donc pour l'entendre nous raconter ce jour où sa vie a basculé. Je n'ai rien décidé en fait. Je voudrais qu'on resitue l'époque. Donc on est en mars 2020. Moi, je venais de publier Les Fleurs de l'ombre chez Robert Laffont. Et bien, nos vies se sont arrêtées, rappelez-vous. Donc mon livre avait 3 jours. Et déjà, les librairies étaient fermées. Donc c'était une sorte de deuil en fait. Toute la tournée que j'ai dû faire a été annulée. Nous nous sommes tous retrouvés chez nous, devant nos écrans, devant notre télévision, dans une sorte de sidération. Rappelez-vous du début de cette pandémie où on ne savait pas encore, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, on ne savait pas ce qui nous attendait. Et donc, au bout de quelques semaines, j'ai compris que ça allait durer et je me suis dit, il faut peut-être que je me plonge dans un nouveau livre. Je n'avais pas encore d'idée, puisque j'avais une promo qui devait durer jusqu'en décembre, et là nous sommes en mars. Donc j'étais un petit peu embêtée. Et puis je me suis dit, je vais écrire un polar. Je vais écrire un polar entre une femme un peu angoissante qui va cannibaliser une femme plus fragile. Et je suis partie là-dessus, sans faire de plan, sans me poser de questions. Alors, évidemment, on en reparlera plus tard, ce n'est pas un polar. Hein. Ça n'a rien d'un polar manichéen. Mais ça démarre par un accident assez spectaculaire, une femme qui porte secours à l'autre. Et mon héroïne s'appelle Candice, un prénom que je trouve très joli d'ailleurs, je précise. Merci. Et je n'avais absolument pas prévu quoi que ce soit la concernant. Je savais qu'elle était ingénieure du son. Donc le bruit est très important dans ce livre. Qu'elle est maman célibataire. Elle élève son petit garçon. Elle a une vie un peu triste. Elle vient de perdre son papa du Covid. Et je m'étais arrêtée là dans l'espèce de fiche signalétique que j'avais fait sur elle. Et puis, comme il est question d'emprise dans ce livre, de différentes sortes d'emprises en fait, je me suis rendu compte que à un moment, donc assez tôt dans le livre, je dirais peut-être à la 10e ou 15e page, donc c'est quand même assez vite. Tout d'un coup, ma plume, sans que je lui demande, évoque ces terribles scènes où on comprend qu'elle est victime de boulimie anorexie, en fait qu'elle souffre de boulimie anorexie depuis de longues années déjà. Moi, c'est un sujet que j'ai été incapable d'aborder pendant de très 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 longues années, donc je me suis étonnée moi-même, si vous voulez, et même il y a un moment précis où je me suis dit, est-ce que j'ai envie vraiment de parler de ça ? Est-ce que je vais avoir le courage de le faire ? Donc j'ai hésité. Parce que c'était un mal qui vous avait rongé pendant plusieurs années. Pendant 25 ans. Racontez-nous un petit peu. Donc en fait, mon histoire, qui n'est pas exactement celle de Candice, mais à laquelle j'ai donné donc ce bagage émotionnel, moi ça a démarré vers 14-15 ans. Je suis issue d'une famille où le corps est très important.
il faut être mince, il faut être bronzé, il faut être sportif. Et à l'époque, dans les années 70-80, nous étions matraqués par des images de femmes minces, sportives. Il y avait Jane Fonda, il y avait Bo Derek. Donc, pour ma famille, c'était quelque chose d'absolument indispensable, d'être mince. La tristesse, c'est que je n'étais pas grosse, en fait. Mais je souffrais déjà de ce qu'on appelle la dysmomorphobie, c'est-à-dire qu'on se voit comme étant quelqu'un de moche et gros. Et on ne peut pas se voir normalement dans la glace. On voit quelqu'un d'obèse alors qu'on ne l'est pas. Et puis donc j'ai commencé toute une série de régimes pour perdre quelques kilos. Et j'étais encouragée par mon entourage, puisque tout le monde faisait la même chose. Tout le monde trouvait ça très bien de correspondre à un modèle. Et puis, il y a eu un premier régime où je devais avoir 17 ou 18 ans, où là, j'ai vraiment perdu une quinzaine de kilos. Je répète que je n'étais pas grosse. J'étais peut-être un peu plus ronde à ce moment-là, mais je n'avais pas besoin de perdre 15 kilos. Et donc, c'était l'été, je me souviens, j'étais loin de ma famille, et quand je suis revenue, j'étais chez mes grands-parents qui m'encourageaient aussi, parce qu'ils trouvaient ça très bien, d'avoir une petite fille très mince. On me disait, mais tu pourrais être mannequin. Et moi, j'étais grisée parce que je pensais correspondre enfin à ce qu'on attendait de moi, à ce que ces images avec lesquelles on nous matraquait. Alors aujourd'hui, il y a Instagram qui fait autant de dommages, de dégâts. Et donc, je suis revenue à Paris avec tous ces kilos en moins. Et là, je me suis rendu compte que ça allait être très difficile de maintenir ce poids qui était beaucoup trop mince pour moi. Et donc, les kilos sont revenus petit à petit. C'était une angoisse totale. J'avais quand même arrêté d'avoir un cycle menstruel. J'en avais parlé à personne. Ça, c'est un des premiers signes aussi d'une anorexie sévère. J'avais pas encore commencé à me faire vomir, mais j'avais compris instinctivement, sans le savoir, puisque je pensais encore une fois que c'était un problème que j'avais avec moi-même et que personne d'autre ne souffrait de cette maladie. Et c'est ça aussi qui appelle au secret. Donc, j'ai commencé à me faire vomir peut-être vers l'âge de 20-21 ans. À l'époque, j'étais étudiante en Angleterre. Personne n'a rien vu, personne n'a rien compris. Je n'avais pas l'impression de faire quelque chose de dommageable pour mon organisme. Je pensais que c'était une façon de me purger. Comme à d'autres fois, je pouvais aussi faire du sport à outrance pour essayer de dépenser quelques calories. J'étais absolument obsédée par les calories. Je connaissais la calorie du morceau de gruyère que je mangeais, de la pomme, de l'œuf dur. Je tenais une comptabilité de la calorie. Et je ne me rendais pas compte que tous ces signes-là, se peser 10 fois par jour, se faire vomir, toujours se trouver moche dans la glace, même si on est maigre, c'était déjà les signes d'une anorexie sévère. Mais personne ne le voyait, personne ne remarquait que je souffrais de quoi que ce soit, puisque j'ai très bien tout caché. Je faisais de la nourriture, ça aussi c'est un autre signe. Je passais ma vie à faire des gâteaux et des plats pour tout le monde. Je ne léchais jamais les plats. Si jamais ça m'arrivait, je me faisais vomir après, bien sûr. Et donc tout le monde pensait, Tatiana, elle adore faire la cuisine, elle fait des plats pour tout le monde, alors qu'en fait, c'était une façon de tromper son monde. Ouais. Vraiment. Donc je me suis enfermée là-dedans pendant de très longues années. On va dire de l'âge de 15 à 25 ans, ça a été les années les plus hardes, on va dire, de boulimie vomitive, de boulimie anorexique, tout en sachant qu'il y avait un problème, mais que je ne pouvais pas en parler, parce que je ne savais pas à qui en parler. D'ailleurs, je ne savais même pas à qui en parler. L'option du psy, ça Ah non, mais je ne savais même pas qu'on pouvait voir un psy pour ça. Et vous savez, il y a... parce que tout ça, ça remonte. J'avais donc 20 ans, j'en ai 60 aujourd'hui, donc ça fait 40 ans. Les psys n'avaient pas du tout l'aura
qu'ils ont aujourd'hui. Si vous alliez voir un psy, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Aujourd'hui, il y a de l'aide en ligne pour les TCA. Donc tout ça, c'est vraiment tout un système que j'ignorais complètement. Et donc, j'ai été sauvée, entre guillemets, par des rechutes difficiles lorsque j'ai rencontré mon mari à 25 ans. J'ai eu des enfants assez rapidement, des grossesses compliquées à l'hôpital, où là, de toute façon, voilà, quand on est allongé, perfusé, on mange la nourriture de l'hôpital, c'est pas non plus, on n'a pas vraiment l'occasion de penser à ça, puisque j'avais peur de perdre mes enfants. Donc l'attention s'est un petit peu déplacée sur autre chose. Et après, quand mes enfants sont nés, fort heureusement à terme et viables, j'ai compris que j'avais un problème qui était resté avec de ne pas pouvoir voir la nourriture, la considérer normalement. Elle était comme toujours une ennemie. C'est-à-dire que je préparais des plats pour mes enfants, mon mari, mais moi je ne les mangeais pas. Je disais que j'étais au régime en fait. Et tout le monde se demandait pourquoi elle est tout le temps au régime. Mais en fait, personne ne se posait la question. Votre mari ne s'est rendu compte de rien ? Non, pas du tout en fait. Parce que je faisais partie de ces femmes un peu obsédées par leur ligne. On en connaît plein des comme ça qui disent « Oh, j'ai du mal à fermer, allez, je vais faire un petit régime. » Le dégoût et la peur que j'avais de la nourriture, mais il y a d'autres choses plus intimes dont je ne peux absolument pas parler. Je suis désolée, je ne suis pas chez mon psy. Qui en fait, ce mal-être s'est infiltré de plein d'autres façons dans ma vie, mais je ne le voyais pas encore. C'est maintenant que je comprends. Comment ça m'a rendue peu sûre de moi, comment ça a influé sur ma façon de me tenir, de m'habiller, de choisir des vêtements, en m'empêchant même de porter des vêtements moulants, parce que je me considérais trop moche pour le faire. Donc j'ai gâché. Alors, j'ai pas envie de dire les plus belles années de ma vie, parce que pour moi, les plus belles années, c'est maintenant. Parce que je sais enfin qui je suis. Et je me suis libérée de cette emprise. Mais j'étais dans une prison, en fait. Et personne ne le savait et personne ne le voyait. Donc ça a duré longtemps, on va dire. Jusqu'à mes 40 ans, je ne me faisais plus vomir. Mais je restais obnubilée par mon poids. C'est-à-dire que si mon poids dépassait un certain chiffre, et je ne sais pas pourquoi ce chiffre-là, qui était d'ailleurs trop bas pour ma taille, eh bien ma journée était fichue, en fait. S'il y avait un événement familial ou professionnel important et que j'avais un poids qui ne correspondait pas, ma journée était fichue. C'était une guerre intérieure silencieuse, épouvantable, dont je ne pouvais pas parler, et qui fait que, en fait, c'est une histoire de contrôle, tout ça. Absolument. Et donc, je contrôlais plein d'autres aspects de ma vie. Donc, je n'étais pas quelqu'un de très souple. Je pense que je devais être une mère assez pénible aussi, même si je n'ai jamais embêté mes enfants avec ça, puisque j'en avais trop souffert moi-même. Donc, je n'ai jamais dit à mes enfants de faire des régimes. D'ailleurs, ils n'en ont jamais eu besoin, parce qu'ils sont nés tous les deux comme des espèces de spaghettis. Ça, c'est la loi de la génétique. Mais je n'ai jamais fait de remarques sur leur corps, puisque moi, j'en avais trop souffert de ça. Jamais. Jamais j'ai dit « t'es trop maigre, t'es trop gros ». Jamais. Et donc, en fait, le premier moment où j'ai pris conscience que j'avais un problème, j'avais 40 ans, vous vous rendez compte, c'était à 20 ans. Où il s'est passé un premier élément qui n'a rien à voir avec le poids, mais qui a été une première rébellion. C'est mes cheveux, en fait. Que j'ai commencé à avoir les cheveux blancs très jeunes. Là aussi, une hérédité. Des deux côtés de mes parents, on avait les cheveux blancs très tôt, sauf qu'eux, ils les teignaient, évidemment. Les cheveux blancs, quand on doit être mince, beau et sportif, ça ne se fait pas du tout. Donc, du coup, on m'a très vite mis la pression pour que je me teigne les cheveux à l'âge de 30 ans.
J'étais pas très contente de le faire, mais on me disait tellement que c'était laid, que je faisais vieille à 30 ans, que j'ai commencé à aller chez le coiffeur, à me teindre les cheveux. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et puis un jour, mon mari m'a dit, mais tu voudrais quand même pas voir à quoi tu ressemblerais avec les cheveux gris. J'ai dit, j'ose pas. On me dit tellement que je vais être moche, que je vais faire vieille. Eh bien, essaye. On verra bien. Et donc, petit à petit, j'ai laissé apparaître mes cheveux blancs bien avant Sophie Fontanelle. Donc, la repousse a été épouvantable parce qu'il y avait des racines grises jusque-là et tout le reste qui était teint et horrible. Et tout le monde me disait, qu'est-ce que c'est laid, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que tu fais vieille. Tout le monde était absolument horrifié. Mon mari me disait, tiens bon. Donc, au bout d'1 an, j'apparais, crinière argentée. Et là, il me dit, moi, je te trouve magnifique comme ça. Et là, il trouve cette expression qui a tellement plu, il dit, tu es poivre et sexe. Et donc, du coup, j'ai fait une sorte de coming out cheveux blancs. Ouais. Et là, les gens me regardaient et en me disant, au fond, alors c'est bien avant, je vous dis, il y a 20 ans. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de femmes assument leurs cheveux blancs jeunes. Mais il y a 20 ans, ça ne se faisait pas. Et donc, ça a commencé à attirer l'attention. Et moi, j'en tirais une sorte de, je dirais pas plaisir, mais une sorte de revanche. Je me disais, j'ai 40 ans, j'ai les cheveux totalement gris. Maintenant, ils sont blancs, mais ils étaient gris à l'époque. Et j'assume. Et en fait, c'est devenu ma marque de fabrique. C'est-à-dire que je suis devenue l'écrivaine aux cheveux gris. Donc ça, premier acte de rébellion. Oui. Et réconciliation avec votre corps. Pas tout à fait. Quelque part. Non. Mes cheveux. Oui. Après, deuxième acte de rébellion, qui est arrivé assez vite, cette foutue balance que j'emmenais en voyage. Vous vous rendez compte ? J'avais ma balance dans mon sac. Je partais en vacances, j'avais ma balance quand même. Et là, je me suis dit, mais Tatiana, c'est pas possible. Est-ce que tu peux te regarder dans la glace normalement ? Essaye de te regarder dans la glace normalement. Regarde ce corps. Il n'est pas si moche que ça. Tu as eu 2 enfants, ça a été un cauchemar. Tu as réussi à les avoir. Ton mari t'aime. Regarde ce corps. Donc, je me souviens de m'être tenue devant la glace et de faire connaissance avec ce corps qui me disait « Coucou, est-ce que tu peux enfin... ça fait 15 ans que tu me détestes. » Non, plus, qu'est-ce que je raconte depuis que j'ai 15 ans ? De 15 à 40, ça fait quoi ? 25. Ben voilà, 25. Ça fait 25 ans que tu me détestes. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Voilà, regarde-moi. Donc tout d'un coup, je regarde ce corps. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi je l'ai tellement fait souffrir ? Faire vomir ce sport à outrance. Pourquoi ? Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Donc j'ai pris la balance et je l'ai fichue dans la poubelle. Je me rappelle encore du bruit qu'elle faisait. J'ai descendu la poubelle. Plus de balance, donc panique totale au début. Parce que comme je vous l'ai dit, le poids du jour influait sur ce qui se passait dans la journée. Oui. Donc panique, je ne savais pas combien je pesais. Et puis petit à petit, une sensation de liberté absolument extraordinaire. Je ne sais pas combien je pèse et je m'en fiche. Donc je me pesais chez le médecin et j'étais persuadée que en pesant, j'allais, je sais pas, avoir 5 kilos de plus. Pas du tout. C'était comme si mon corps me disait « Ah, tu vois, quand même, tu peux quand même apprendre à me faire confiance. Je réagis normalement, tu manges normalement, tu as un poids normal, on se calme. » Donc ça a duré, on va dire, jusqu'à mes 50 ans. Moi, je pense que je suis une des seules personnes qui pourrait vous dire que je me sens de mieux en mieux en vieillissant. Bon. De l'espoir pour toutes les femmes. Mais écoutez, franchement. Et à 50 ans, là, je me suis dit, mais Tatiana, t'as encore des réflexes genre, ah non, je peux pas manger ça. Ah non, je vais grossir. Il faut que j'aille faire du sport. Non, je peux pas prendre ça. Je vais le regretter. Demain, je vais le regretter. Et là, c'était comme si quelqu'un me disait, bon, Tatiana, tu manges exactement ce que tu veux. Et là, c'était pas la boulimique qui se ruait qui vidait les frigos, parce que ça, c'était le passé, en fait. La nuit, quand je me réveillais, j'allais vider le frigo, et je mangeais tout et n'importe quoi, même les flocons de purée, même les croûtes de fromage.
Parce qu'il y avait un vide en moi, en fait. Et ce vide en moi, c'était mon mal-être. C'était le fait que je pensais que je ne correspondais pas à ce qu'on attendait de moi, en fait. Et je sais aussi que, autre chose importante, à 45 ans, il y a un livre qui a tout changé. Elle s'appelait Sarah. Votre succès. Mon premier gros succès. Premier gros succès. Parce qu'avant, j'écrivais des livres qui étaient lus par ma tante et ma meilleure amie, on va dire. Et il y a ce livre-là qui a tout changé. Et ça aussi, ça m'a donné confiance. Tout d'un coup, je me suis dit, tiens, puis personne s'y attendait. C'est un livre qui a été refusé 40 fois, quand même. Hein. C'est pas rien. Donc ça m'a donné confiance. Le regard de mon mari m'a donné confiance. J'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à parler vers l'âge de 50 ans. Dans la presse, petit à petit, que je souffrais de boulimie anorexie. Ma famille ne m'en parlait jamais. C'était tabou. Ouais. Jamais. Mais ça intéressait les journalistes. Je me souviens, j'avais fait un portrait dans le Monde où j'avais dit en 3 phrases ce que je vous dis là, et j'ai tout de suite eu l'appel d'un éditeur dont je tairai le nom, mais qui m'a dit « il faut que vous écriviez là-dessus ». Et ça m'avait paniquée. Je ne me sentais pas du tout prête. J'avais peur. Je ne savais absolument pas comment parler de ça. Comment... Il voulait que je fasse un récit et je ne me voyais pas du tout parler de ça. Donc j'ai dit non. Ça, c'était en 2015, 2016. Et puis, quand tout ça s'est retrouvé petit à petit dans le livre, hein, écrire ces crises de boulimie ont été une épreuve, hein, je ne vous le cache pas. Ça vous a replongé dans les années de détresse. Complètement. Et puis surtout, ce qui m'a bouleversée, c'est que tous les soirs, je lis à voix haute, j'ai l'habitude de faire ça. Mon mari est mon premier lecteur. Et lui, il ne s'attendait absolument pas à ça. Donc, il a été complètement tétanisé. Il m'a dit, mais c'était vraiment comme ça, tu exagères? J'ai dit non, non, c'était ça. Et là, il était en larmes. Il m'a dit, mais on n'a rien vu. Je sais que tu étais obsédée par les régimes, par tout ça, mais dis-moi que cette partie de te faire vomir, ça s'est terminé assez vite. J'ai dit, écoute, je te cacherai pas que ça m'était arrivé de temps en temps. C'est tellement facile de se faire vomir quand on sait le faire, en fait. Ça m'était arrivé. Dire, j'ai trop mangé, je vais me faire vomir. Mais bon, pas depuis très longtemps. Et après, j'ai eu un autre choix à faire quand j'ai fini le livre. Alors évidemment, il faut quand même expliquer que Candice va beaucoup mieux dans ce livre. Qu'elle va vers la lumière. Qu'elle va se faire aider par quelqu'un de bienveillant qui est confronté, qui ne peut pas faire autrement, qui la trouve en pleine crise. Moi, ça ne m'est pas arrivé ça. Je sais que j'ai un petit ami une fois qui m'avait surpris en train de vomir. Il a cru que j'avais eu une gastro. Et j'avais dit oui, j'ai une gastro. Bien sûr. Et à la fin du livre, là, j'ai eu un autre dilemme. Je me suis dit, est-ce que j'assume? Est-ce que je dis que Candice souffre de quelque chose qui m'a vraiment complètement habité dans le mauvais sens du terme, emprise, pendant 25 ans? Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai hésité. Je me suis dit, je ne vais pas avoir le courage, je ne vais pas avoir la force. Et puis, la Tatiana d'aujourd'hui, celle qui est un peu Danaris sur son dragon, hein, la nouvelle Tatiana, en fait. Oui. D'ailleurs, on a les mêmes cheveux. Je me dis, mais enfin, Tatiana, écoute, qu'est-ce que... Dans tous tes livres, tu abordes de front des sujets très difficiles. Les secrets de famille, le coming out, la déportation, la rafle du Veldiv, le viol, des choses qui ne sont pas forcément ton histoire, mais tu les as abordées de front et tu as expliqué comment et pourquoi tu as écrit ce livre. Je vois très mal comment tu vas dire à la presse « Oui, alors j'ai dans mon entourage une jeune femme qui a bien voulu se confier à moi. » De toute façon, ces pages sont criantes de vérité. Vous n'auriez pas pu faire semblant. La plupart des personnes comprennent tout de suite. Et d'ailleurs, me disent, est-ce que, voilà... Bon, il y a 1 ou 2 personnes qui sont passées complètement à côté et qui me disent, c'est là où on voit qu'on connaît très mal les TCA,
Mais vous êtes toute mince. Alors, TCA, traduction. Trouble du comportement alimentaire. Boulimie, boulimie anorexie, boulimie vomitive, hyperphagie. Il y a toutes sortes de cases. Ce sont des troubles qui ont explosé depuis le confinement. Moi, je n'ai jamais eu autant de questions. J'ai dû m'y faire. La première fois sur une grande radio nationale en direct, il y a eu un petit flottement pour moi. Et puis, je me suis dit, allez, j'y vais. Quel conseil vous donnez? Alors, ce qui est très touchant, c'est que dans toutes les dédicaces que je fais, dans tous les endroits où je vais, je suis confrontée à des femmes qui viennent me parler, et des femmes de tous âges, même plus âgées que moi, qui ont du mal à parler et qui me disent « Je vous remercie de mettre les mots là-dessus, je n'y arrive pas, vous m'aidez tellement, merci ». C'est très, très émouvant. C'est vraiment des moments totalement inattendus. Donc moi, mon conseil, il est très simple. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas faire ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire ne pas en parler. Il faut en parler. Et d'ailleurs, les parents, s'ils soupçonnent quelque chose, il faut en parler tout de suite. Il faut en parler aux médecins. Il faut trouver de l'aide. J'ai dédicacé pas mal de livres récemment dans ces endroits où on vient me voir dans les salons, des parents, des grands-parents qui me disent « Je vous ai entendu à la radio parler de TCA, ma petite fille souffre, elle n'arrive pas à nous en parler, est-ce que vous pouvez lui dédicacer votre livre ?» Ça, c'est très émouvant. Donc, conseil, en parler. Moi, l'hypnose m'a beaucoup aidée. Et je suis en train d'aider quelqu'un de mon entourage, je ne peux pas vous dire qui c'est, mais voilà, j'aide cette personne depuis 4 ans déjà. Au début, c'est toujours pareil. On pense que ce qu'on vit, c'est quelque chose de très personnel, que c'est pas grave, que c'est juste un problème avec la bouffe. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus grave. Ça prend des racines très diverses et variées, mais souvent dans les rapports familiaux. Il y a aussi toutes ces images dévastatrices. Alors les réseaux sociaux, je sais, en rajoutent une couche. Ces jeunes femmes sur Instagram, victimes de body shaming, etc., qui commencent à spirale infernale des régimes, qui s'en sortent pas, donc qui commencent à vomir pour rester minces. En parler. Il y a toutes sortes d'aides en ligne. Vraiment, moi, j'ai été étonnée quand je me suis intéressée au problème récemment pour voir. Je me suis dit, si seulement j'avais pu connaître ça. Savoir qu'on peut écrire anonymement, même sur Instagram, vous cherchez le hashtag TCA dans tous les pays. En Espagne, en Angleterre, Eating Disorder, ça s'appelle. Mais c'est tentaculaire, c'est énorme. Donc, du coup, ça m'a réconfortée parce que je me suis dit, il y a vraiment des éléments pour aider ces personnes. Et beaucoup de gens pensent à tort aussi que c'est un problème d'ado. Pas du tout. Ça peut commencer à l'adolescence, mais toutes ces femmes qui sont venues me parler récemment et qui sont particulièrement bouleversantes, il y en a une qui a 70 ans et elle s'en sort pas. Donc, en parler, trouver de l'aide, trouver comment en parler, utiliser les mots que les gens comprennent, parce que les gens se disent, mais elle est boulimique, mais elle est mince, ou alors elle est grosse, donc elle n'est pas anorexique. Mais si elle se fait vomir, ça veut dire qu'elle reste mince. En fait, les gens ne comprennent pas aussi l'aspect yo-yo de la chose. Qu'on peut grossir, maigrir, que de toute façon, on n'est jamais content avec ce qu'on voit dans la glace. Et ça, c'est ce qu'il faut aller attaquer. C'est ce qu'il faut. Il faut travailler sur ça. Cette façon de se voir, de détester sa morphologie. Donc, il y a des pratiques qui sont mises en place. Moi, j'ai fait appel à un psy bien trop tard. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. C'est seulement maintenant, avec le travail que je fais avec mon psy, que je vois l'ampleur de la catastrophe, de ce que ça a pu... En fait, c'est un peu comme une... C'est pour ça que vous me disiez le moment de bascule. On ne peut pas parler de moment de bascule quand on parle de TCA, parce que c'est quelque chose qui s'infiltre en vous comme une fuite. En fait, c'est un goutte à goutte. C'est quelque chose de très insidieux qui s'installe petit à petit. Ça commence par un régime. Et puis après, on devient obsédé par son poids.